Bonsoir chers auditeurs. Nous allons faire aujourd'hui la troisième séance du module de motivation des ressources humaines. Comme vous le savez, lors des dernières séances, nous avons d'abord défini la gestion des ressources humaines, nous avons défini la motivation, la politique de motivation, nous avons identifié les enjeux de la motivation sur l'employé mais aussi sur l'employeur. Nous avons aussi développer, étudier un peu la pyramide de Maslow avec la hiérarchisation des besoins qui a été fait par Maslow. Et nous avons aussi essayé d'adapter la pyramide de Maslow dans la vie professionnelle. Et on avait même donné des cas pratiques sur lesquels on a échangé lors des dernières séances. On avait aussi étudié la motivation intrinsèque comme la motivation extrinsèque. On avait dit que la motivation intrinsèque, c'est cette motivation-là qui est un engagement personnel, c'est-à-dire que la personne n'a pas besoin de stimuli externes pour agir, c'est-à-dire c'est par rapport à la passion peut-être qu'il a des missions qu'il aura à faire, ou bien de l'engagement qu'il a vis-à-vis de son entreprise, ou bien d'une implication personnelle, n'est-ce pas, qui lui permet d'intervenir, qui lui permet d'agir et de bien faire son travail. Ça, c'est la motivation intrinsèque. Il y a aussi la motivation extrinsèque. Et on disait que la motivation extrinsèque, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est une motivation les sources de motivation sont externes à l'individu. Ça peut être, comment dire encore, c'est un levier sur lequel on agit pour faire agir la personne. Et ce levier peut être quoi? Ça peut être la rémunération, ça peut être en tout cas les avantages qu'on aura, ça peut être des conditions, n'est-ce pas, matérielles ou bien financières de travail qui nous permettent, qui nous font agir. Et ça, c'est la motivation intrinsèque. On l'avait développé aussi la semaine dernière. Mais aussi, lors de cette dernière séance, on a plus insisté sur l'ergonomie. On avait dit que, en tout cas, si on doit faire la motivation dans la gestion des ressources humaines, n'est-ce pas, la motivation du personnel, c'est plus adapté d'étudier l'ergonomie, qui est la science qui étudie les conditions de travail, la mise en place des conditions de travail, n'est-ce pas, de nos employés. Et l'ergonomie qui traite des conditions de travail, des capacités et des caractéristiques de la personne active, mais aussi des capacités d'adaptation de cette personne par rapport à sa fonction. Parce que, n'est-ce pas, comme on l'a dit la dernière fois, la personne a trois caractéristiques. On a ce qu'on appelle les caractéristiques modifiables, les caractéristiques difficilement modifiables et les caractéristiques qui ne sont pas du tout modifiables. Et par rapport à ces caractéristiques modifiables, la personne peut s'adapter à sa fonction. L'ergonomie ne se préoccupe pas seulement de l'adaptation des équipements de travail aux dimensions corporelles, ce qu'on appelle l'anthropométrie, c'est-à-dire tout ce qui est dimension corporelle de la personne. Elle s'intéresse à une organisation de travail à mesure humaine ainsi qu'au contenu et à l'environnement de travail. Et si on revient un peu au poste de travail, j'avais dit la dernière fois que le poste de travail, on peut identifier deux dimensions du poste de travail. On a la dimension physique, c'est-à-dire la position du poste, n'est-ce pas, dans l'entreprise, position en termes de, comment dire encore, en termes physiques, en termes matériels, dans quelles conditions matérielles la personne va travailler, dans quel environnement, n'est-ce pas, la personne va travailler en termes de bureau, en termes de matériel de travail, en termes d'environnement physique de travail. Tout ça, l'ergonomie, n'est-ce pas, intervient là-dessus parce que tous ces éléments participent à la motivation du personnel. Parce que si on travaille dans un environnement où on n'est pas à l'aise, c'est un environnement qui suscite, n'est-ce pas, des difficultés de déplacement, un environnement qui suscite peut-être, qui peut aller même jusqu'à ce qu'on appelle les maladies professionnelles. Alors dans ce cas-là, la personne peut ne pas être motivée, n'est-ce pas, pour venir faire son travail. Ça, c'est les aspects physiques, n'est-ce pas, liés au poste de travail. Il y a aussi le poste de travail contenu, c'est-à-dire la dimension contenue du poste de travail, c'est-à-dire la mission que la personne aura à faire. Et ça, c'est important parce que les missions doivent être équilibrées, doivent être calibrées, n'est-ce pas, par rapport au profil de l'employé.
Et ça, c'est dans le recrutement qu'on règle ce problème-là. Parce que il doit toujours, comme je l'ai dit la dernière fois, dans la gestion de ressources, nous cherchons l'équilibre. Équilibre entre le profil et le poste. Parce que s'il y a un problème d'équilibre entre le profil et le poste, s'il n'y a pas, d'équilibre, s'il n'y a pas adéquation entre le profil et le poste, ça peut être aussi source de démotivation de l'employé. On peut avoir une adéquation, par exemple, le profil de l'employé est largement supérieur aux exigences du poste. Dans ce cas-là, la personne va sentir, n'est-ce pas, sous-utilisée. Et ça peut être source de démotivation. La personne n'est pas utilisée à sa juste valeur. Ou bien, il y a une adéquation. Pourquoi? Parce que le profil du poste est largement supérieur au profil de l'employé. Dans ce cas-là, la personne n'a pas les compétences pour faire le poste. Et ça peut être source de stress, ça peut être source de, n'est-ce pas, de frustration de l'employé, source de gêne. Et ça participe aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la démotivation de l'employé. C'est pourquoi l'ergonomie traite de toutes ces dimensions-là du poste, les dimensions physiques, les dimensions cognitives, c'est-à-dire les compréhensions, connaissances du poste, mais aussi les dimensions, n'est-ce pas, organisationnelles. Est-ce que les missions du poste correspondent au profil de l'employé? D'où l'importance de l'ergonomie. Et on avait aussi la semaine dernière traité de la roue d'ergonomie, de la roue de l'ergonomie, ce qui nous a permis un peu de mieux visualiser l'ergonomie avec les trois éléments, c'est-à-dire on avait le centre, on avait l'homme et la tâche, on avait le cercle de l'action, c'est-à-dire là où on peut agir. Et dans le cercle de l'action, on avait l'homme, on avait les conditions, le contenu du travail, on avait les postes de travail. C'est-à-dire sur les éléments sur lesquels on peut agir pour avoir le cercle de la réaction. Et le cercle de la réaction, c'est quoi? C'est un personnel motivé qui travaille qui a le bien-être et qui est productif, n'est-ce pas? Parce que l'ergonomie vise l'amélioration du bien-être et de la productivité. Des postes de travail et des processus de travail ergonomiques constituent les conditions premières du bien-être des travailleurs, c'est-à-dire des postes de travail et des processus. Les postes, ce sont les aspects physiques. Les process, c'est-à-dire comment faire le travail, n'est-ce pas? Là aussi, ces deux éléments-là constituent les conditions premières du bien-être des travailleurs durant l'exercice de leur activité professionnelle. Un agencement du travail adapté aux capacités et aux besoins du travail réduit les sollicitations physiques, ralentit l'apparition de la physique et augmente la motivation. Tous ces éléments ont une influence positive sur la qualité, le rendement et la productivité du personnel. Pour revenir un peu sur la route de l'ergonomie, on avait dit que la fonction de l'ergonomie peut être mise en évidence à l'aide d'une représentation simple. La route de l'ergonomie, qui est subdivisée, comme je l'ai dit tout à l'heure, en trois éléments. On avait le centre, on avait le cercle de l'action et on avait le cercle de la réaction. Au centre, on a l'homme et la tâche. Il faut adapter le travail aux capacités et aux caractéristiques de l'être humain. Mais l'homme aussi possède une certaine capacité d'adaptation à la tâche à effectuer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a une adéquation entre le profil et le poste, n'est-ce pas, le profil de la personne peut être adapté. Dans ce cas-là, ça fait partie ce qu'on appelle des caractéristiques modifiables de la personne. Comment on peut adapter le profil de la personne par rapport à sa tâche? On a la formation qui permettra d'adapter, n'est-ce pas, le profil de la personne à son poste. Il faut adapter le travail aux capacités et aux caractéristiques de l'être humain, mais l'homme aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, possède une certaine capacité d'adaptation à la tâche. Pour cette raison, nous trouvons l'homme également dans le centre de l'action, dans le cercle de l'action, qui est le domaine de l'ergonomie en compagnie des facteurs de travail, poste de travail, organisation du travail, environnement du travail et contenu du travail. Tous ces facteurs influent sur les éléments du cercle de la réaction qui doit être impérativement puissant et équilibré. Comme je l'ai dit, dans la gestion des ressources humaines, on cherche l'équilibre, n'est-ce pas? Et pour motiver un employé, il faut connaître quelles sont ses sources de motivation, n'est-ce pas? Quelles sont ses attentes, ce que la personne attend, n'est-ce pas? Quelles sont les attentes de l'employé? Parce que c'est par rapport aux attentes de l'employé qu'on peut mettre en place des éléments de motivation. Et là aussi, je l'avais expliqué la dernière fois, par rapport aux catégories, n'est-ce pas, d'employés qu'on a, on peut
et pousser un peu la réflexion, pousser l'analyse et pour mettre en place une politique de motivation. Parce que comme je l'ai dit la dernière fois, on peut avoir dans l'entreprise un groupe de personnes qui est jeune, un groupe de personnel senior, un groupe de personnel en tout cas qui est entre les deux. On peut avoir des dames, on peut avoir des hommes, on peut avoir des dames, n'est-ce pas, qui ont des enfants. On peut avoir aussi, comment dire encore, des dames, n'est-ce pas, qui avec un âge assez âgé. Mais tout ça, il faut, toutes ces catégories de personnes-là, il faut essayer d'identifier quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins, et par rapport à ça, y apporter une réponse. Comme je l'ai dit la dernière fois, si on a, bon, de façon de soit caricaturale, si on a par exemple un personnel jeune, n'est-ce pas, un personnel jeune entre 25 et 35 ans, ou bien entre 25 et 30 ans, et ce personnel-là, par rapport en termes de compétences, c'est un personnel qui a un haut potentiel d'évolution. Alors, ce personnel, il faut, l'entreprise aura intérêt à maintenir ce personnel-là, ce type de personnel, parce que déjà, en termes de longévité au sein de l'entreprise, il y a beaucoup de marge, mais aussi en termes de marge de progression, en termes de compétences, il y a aussi de la marge à faire. Et alors, il faut tout faire pour identifier les besoins de ces employés et y apporter une solution. Et souvent, cette catégorie, n'est-ce pas, par rapport au truc croisé que j'ai fait entre âge et compétences, c'est une catégorie, n'est-ce pas, qui a besoin comment dire encore, de consolider ses compétences et ses expériences et de monter en compétences en termes de gestion de carrière. Et comme on l'a dit, tout plan de gestion de carrière est toujours accompagné d'un plan de formation. Alors, là, ça nous donne des indices sur les attentes de cette catégorie d'employés. Si on a une catégorie de personnel, ça c'est les jeunes, mais si on a une catégorie de personnel qui est proche de la retraite, par exemple, un personnel senior avec des compétences élevées, là aussi, c'est un personnel à qui peut-être, en termes de carrière, c'est un personnel qui n'a plus rien à prouver. C'est-à-dire, c'est une catégorie qui a fait sa carrière, qui sa carrière est derrière elle, n'est-ce pas, cette catégorie-là. Alors, il faut accompagner en termes d'attente. Cette catégorie a besoin d'accompagnement, cette catégorie a besoin de préparer leur retraite. Et pour ça, il faut que l'entreprise aussi identifie ce dont, n'est-ce pas, les attentes de cette catégorie-là et y donner une réponse. Et l'entreprise ne fera que en gagner par rapport à ça. Mais on ne peut pas faire une politique de motivation, n'est-ce pas, de façon copie-coller. N'est-ce pas? Je veux dire, il y a peut-être telle entreprise qui a mis en place telle politique de motivation, alors on va répliquer cette même politique chez nous. Ça peut ne pas marcher. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les mêmes employés et nos employés n'ont pas les mêmes attentes. Alors, il faut connaître ces indicateurs-là, identifier les attentes de ces employés et pouvoir y apporter une réponse. Et ça, l'ergonomie, n'est-ce pas, il joue un rôle important. On a aussi les facteurs de l'ergonomie, et on a quelques facteurs importants. Nous avons dit d'abord l'homme. Nous distinguons des caractéristiques préétablies qui ne sont pas ou seulement difficilement modifiables. C'est comme ce que je disais la dernière fois. C'est-à-dire, on a chez les caractéristiques de la personne, il y a des, comme on a dit ici, 4 caractéristiques préétablies, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout modifiables. C'est le sexe, n'est-ce pas? Bon, même si, bon, dans d'autres cieux, n'est-ce pas, il y a des gens qui chantent le sexe, mais bon, ça veut dire que le sexe, il y a l'âge aussi, il y a les dimensions corporelles, ce qu'on appelle l'anthropométrie, on a la constitution, n'est-ce pas, c'est-à-dire la morphologie de la personne, les caractéristiques physiques et fonctionnelles de l'organisme de la physiologie. Ces éléments-là, souvent, ne sont pas du tout modifiables, ou bien sont extrêmement difficiles à modifier. On a aussi des caractéristiques chez la personne qui sont plus ou moins modifiables, c'est-à-dire c'est le niveau de formation, la dextérité, l'expérience professionnelle et les conditions physiques. Maintenant, pour les catégories qu'on ne peut pas, pour les caractéristiques non modifiables chez la personne, c'est par rapport à ça, l'ergonomie, c'est-à-dire ce sont les conditions de travail qui doivent s'adapter
à ces éléments-là, c'est-à-dire aux éléments qui ne sont pas du tout, bien qui sont difficilement modifiables. On doit les adapter, on doit essayer d'adapter l'environnement de travail à ces caractéristiques de la personne. Je vous donne un exemple. Je pense que c'est l'exemple que j'avais donné la dernière fois. Il y a ce qu'on appelle comment dire encore, en gestion, en sciences humaines et sciences sociales, l'approche individualisée et l'approche personnalisée. Et en plus, on ne peut pas, dans certains domaines, on ne peut pas avoir l'approche individualisée. C'est quoi l'approche individualisée? C'est-à-dire, on va donner à tout le monde la même chose. Je vous donne un exemple. On achète des fauteuils bureaux et on achète les mêmes fauteuils pour l'ensemble de nos employés, par souci d'égalité. Mais l'ensemble de nos employés n'ont pas le même sexe, n'ont pas le même âge, n'ont pas les mêmes dimensions corporelles, c'est-à-dire l'anthropologie, n'ont pas la même constitution et n'ont pas les mêmes caractéristiques physiques et fonctionnelles. C'est-à-dire que alors peut-être qu'il y a certains, peut-être leur fauteuil sera adapté à leur morphologie, à leur anthropométrie, d'autres non. Et ceux qui, n'est-ce pas, leur fauteuil n'est pas adapté, mais ça peut être source de motivation. C'est pourquoi alors dans ce cas-là, on ne fait pas une approche individualisée, mais on fait ce qu'on appelle une approche personnalisée. On part de la personne pour adapter, n'est-ce pas, ces éléments-là à, comment dire encore, à ses caractéristiques. Mais aussi, on a en deuxième lieu les caractéristiques qui sont plus ou moins modifiables. C'est le niveau de formation, c'est la dextérité, n'est-ce pas, c'est l'expérience professionnelle, ce sont les conditions physiques. Et là aussi, par rapport au poste, si il y a des éléments ou bien certaines compétences qui manquent à la personne, on peut tout faire, n'est-ce pas, pour adapter ces éléments-là au poste. En termes de niveau de formation, en termes d'expérience professionnelle, en termes de compétences, parce que l'entreprise a les moyens d'agir là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a une activité RH qu'on appelle la formation. Et la formation, le rôle de la formation dans la gestion des ressources humaines, ça permet d'adapter, n'est-ce pas, le profil de la personne aux exigences de son poste. Dans la route de l'ergonomie, les caractéristiques difficilement modifiables sont attribuées au centre, tandis que les caractéristiques modifiables sont plutôt attribuées au cercle de l'action, c'est-à-dire l'anthropométrie. La dimension du corps est un élément particulièrement important des caractéristiques non modifiables. Elle tient un rôle prépondérant lors de la conception des machines, des appareils, des outils et du mobilier et d'une manière générale de l'aménagement des postes de travail. Parce que pour ça, il faut tenir compte, n'est-ce pas, de l'anthropométrie de nos différents employés. Dans ce contexte, la physiologie humaine, musculature, squelette, appareil locomoteur, dépenses énergétiques, biorhythme revêt une importance similaire, n'est-ce pas? Maintenant, le poste de travail. Là aussi, on peut agir, autant on peut agir sur la personne, autant on peut agir sur le poste de travail. Nous allons maintenant présenter quelques aspects importants de l'aménagement du poste de travail. On a les positions, position assise, position debout, les dimensions, la liberté de mouvement, les distances de sécurité, les postures forcées, le levage ou le port de charge, l'angle de vision, tout ça c'est important, l'affichage, les dispositifs de commande, poignée, maintenance. Ça aussi, ça c'est les éléments de poste physique, c'est ce que je disais tout à l'heure, ces éléments de poste physique là on peut agir sur ces éléments là pour faciliter à la personne, c'est-à-dire par rapport aux positions assises ou debout. Il y a des postes où ce sont les contraintes du poste. On a des positions debout, on doit rester debout, n'est-ce pas? Et il y a aussi des postes où la contrainte c'est des positions assises. Maintenant, quoi qu'il en soit, on doit mettre en place en tout cas un environnement ou bien un matériel qui permet à cette personne-là, n'est-ce pas, d'être plus à l'aise. Il y a aussi les dimensions du mobilier, les dimensions du bureau. Tout ça aussi doit être adapté par rapport aux besoins du poste. La liberté de mouvement, par exemple, quand on travaille quelque part, on doit avoir cette liberté de mouvement, ce qui permettra au sang de circuler. Les distances de sécurité, n'est-ce pas, et éviter aussi ce qu'on appelle les postures forcées. Parce que s'il y a des postures forcées, c'est ce qui va amener ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques, les TMS. Et voilà, en termes des éléments, comment dire encore, physiques.
Maintenant, il y a les éléments de contenu du travail, c'est-à-dire l'organisation du travail. Une organisation du travail, et ça, c'est le domaine même de la gestion des ressources humaines. Ça, on est dans les process. Parce que quand on parle tout ce qui est fauteuil, tout ce qui est les éléments physiques, peinture, éclairage, ça, c'est un autre domaine. Même si la commande peut être faite par les ressources humaines, mais le matériel lui-même n'est pas fait par les ressources humaines. Mais par contre, quand on parle de l'organisation du travail, là maintenant c'est du domaine des ressources humaines. Une organisation du travail adaptée à la situation et à l'être humain influence notablement le climat d'entreprise, le rendement des employés et la rentabilité du processus de travail. N'est-ce pas? On a comme critères, on a les modes opératoires, équipement de travail, la planification du travail, les instructions, les horaires de travail et les pauses, l'évaluation du travail et la rémunération et la marge de responsabilité. Ce sont ces éléments-là qui vont participer à l'organisation du travail. Bon, je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et quand vous aurez visionné la vidéo, vous prendrez peut-être un peu de temps pour faire des recherches, n'est-ce pas, et pour approfondir, n'est-ce pas, ce qui a été dit dans cette vidéo. Préparez vos questions et puis vos contributions et pour enrichir un peu nos échanges lors des séances interactives. Je vous remercie. Bonne soirée.